mon propos, c'est de lancer cette démarche recherche environnementale sur la société, lancement d'une démarche analytique et critique. Une petite exergue, une phrase de Deleuze citée par Cusset en exergue de son livre French Theory. La théorie est elle-même une pratique autant que son objet. Elle n'est pas plus abstraite que son objet. C'est une pratique des concepts et il faut la juger en fonction des autres pratiques avec lesquelles elle interfère. Donc mon introduction est très simple. Nous sommes dans le cadre d'une prise de parole qui, puisque la théorie est aussi une pratique, est aussi une action, en situation, puisque ce dont on parle, c'est aussi ce qui est en train d'arriver. Et cette situation, on peut la qualifier d'ultra-minoritaire. Je ne pensais pas être aussi bien confirmé par les événements. Mais là, on est dans une situation qu'on peut qualifier d'ultra-minoritaire dans le plein sens du terme. Finalement, ça doit pas être un hasard. Le plan de mon intervention est le suivant. D'abord, je vais essayer de prendre un contact avec la situation d'action et de pensée dans laquelle on est actuellement. Ensuite, je vais développer ce qu'implique le fait de tenir une ligne de recherche dans une situation. Ensuite, je vous ferai part à la fois de mon travail récent et de mes projets sur les appuis théoriques qu'on peut proposer dans cette situation. Et puis ensuite, je présenterai ce que c'est CRES, un dispositif analytique en situation, et le programme esquissé des séances prévues. Alors, sur le premier point, il faut partir de l'idée que toute ligne de recherche s'ancre sur un désir et un souci qui en fondent le sens. Autrement dit, là où il n'y a pas un désir et un souci, il n'y a pas de sens. On pourrait citer une phrase célèbre, une phrase de Heidegger qui m'a toujours complètement illuminé, c'est que là où il y a un souci s'ouvre un monde. Et à contrario, des recherches qui pensent pouvoir s'appuyer uniquement sur des structures vides, abstraites, etc., il est difficile de voir dans quel sens on pourrait discuter avec elles ou leur trouver un sens. Donc, on y reviendra aussi après. En ce qui concerne la SGE, les recherches sur la prospective écologique et sur la négociation environnementale, qui sont les miennes et qui sont pour l'essentiel celles de l'équipe, elles s'ancrent d'un côté dans un désir de faune, de flore, de paysage, de fonctionnement écologique, et dans un souci, un désarroi face à la destruction écologique, à l'évacuation, à l'oubli, à la disparition de ces objets environnementaux. Mais il n'y a pas que un désir ou un souci qui fonde une recherche, il y a aussi un geste conceptuel. Toute pensée est un geste conceptuel. Et si on réfléchit à l'histoire passée d'Aska notamment, on a toujours pu faire les gestes avant de savoir les dire. Les gestes de la pensée, les manières d'agencer les idées, les manières d'agencer les données les unes par rapport aux autres. Quand la pensée a un sens, alors le geste va toujours plus loin que l'explicitation du geste. À l'inverse, une pensée creuse, c'est une pensée où l'explicitation va beaucoup plus loin que le geste, où le geste ne remplit pas l'intention. S'agissant d'analyse stratégique en général, le geste conceptuel, c'est de penser l'action, c'est d'essayer de mettre en cohérence un geste de pensée avec des gestes d'action possibles. C'est ça le geste conceptuel d'une analyse stratégique. Donc, d'un côté, il y a le désir et le souci écologique qui invoquent une responsabilité environnementale. De l'autre côté, le geste conceptuel de penser, qui essaye de penser l'action. Et donc, la SGE, c'est la rencontre de ça. C'est le projet de penser l'action dans des situations où on assume, où on adhère à un souci de responsabilité environnementale ou un désir d'environnement, un désir d'écologie.
Maintenant, je voudrais revenir sur la ligne de recherche, puisque j'ai parlé d'une ligne de recherche. On parle souvent de trajectoire, mais le terme est peut-être un petit peu galvaudé. Derrière la trajectoire, il y a une ligne, c'est-à-dire une intention. La trajectoire, c'est plutôt le résultat balistique. Donc, si je reviens d'abord sur mes propres étapes personnelles, ça a été dans mon adolescence la montée du désir écologique et du souci pour l'environnement. J'étais à la fois personnellement et puis par participation à un mouvement social. Ensuite, ça a été une formation en écologie qui était une tentative pour vivre directement, réaliser directement ce désir. Et puis en 79-80, le choc de la réalité, la découverte que le désir d'environnement, le fait de connaître l'écologie, ne permettait pas au désir de se réaliser, ne permettait pas de conjurer le souci, le désarroi de la destruction, etc., parce qu'en face, il y a carrément autre chose. Autre chose, la destruction de la forêt, les fonds publics utilisés en Guyane pour détruire la forêt, des organisations de recherche qui, elles aussi, etc., etc. Donc c'est le choc de la réalité, le fait qu'il ne suffit pas d'avoir un désir et d'être compétent sur son propre désir pour que les choses fonctionnent. Du coup, ma première disposition, ça a été d'organiser une confrontation au problème, sous ses aspects économiques, juridiques, etc. Et puis, avec ma thèse 82-89, d'essayer de conceptualiser le problème. C'était ça le projet de la thèse. C'était le geste de pensée. Qu'est-ce que c'est que ce problème d'action ? Donc l'idée, c'était pas du tout de trouver des solutions, c'était de conceptualiser le problème. Quelle est la nature profonde du problème environnemental ? Cette trajectoire personnelle, évidemment, elle n'était pas que personnelle, c'est-à-dire qu'elle était le vécu par moi de problèmes collectifs, de possibilités d'action partagée et d'un type de vécu de ces problèmes que d'autres pouvaient avoir. Pas tous les autres, mais d'autres. D'où le fait qu'elle a pu déboucher sur un travail plus collectif en deux phases. Là, je reviens sur le contenu du papier qu'on a proposé à NSS dans le cadre sur la SGE. Une première phase, c'était est-ce qu'on peut décliner les concepts proposés et les mettre à l'épreuve de l'intervention, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont effectivement une affinité avec l'action qui permet de leur donner un effet dans l'action. Pour reprendre l'exergue de Deleuze, est-ce que c'est des théories qui sont capables d'interférer avec l'action ou pas ? Et puis, dans un deuxième temps, de 95 à l'an dernier en gros, cette fois-ci de faire des développements sur le plan conceptuel et pas des déclinaisons méthodologiques, et puis les mettre à l'épreuve dans un contexte académique, mais ce n'est pas une mise à l'épreuve complète, c'est essentiellement une mise à l'épreuve de leur potentiel de recadrage théorique. Et puis pour la suite, là, c'est une des questions qu'il faudra qu'on discute collectivement, vers où ça doit aller. Alors sans doute vers des approfondissements théoriques, sans doute vers ce que j'appelle là une prise de territoire dans le champ théorique, c'est-à-dire une véritable rencontre, une véritable confrontation aux systèmes théoriques qui sont déjà installés dans les territoires académiques sur lesquels il faut que nous on se situe pour développer ou aller plus loin. Et puis sans doute le développement et la diffusion de nouvelles applications, c'est-à-dire que pour l'instant a été fait seulement dans la phase ASCA du travail de haute couture, c'est-à-dire des ouvriers spécialisés qui brodent, alors moi sur le dossier de l'ours, Maya sur le Sénégal, Jean-Baptiste sur l'Oise, sur la base d'une idée, d'un concept, etc. La question, c'est est-ce que ça peut être poussé vers la série, comme ça a été fait pour l'approche des systèmes agraires ou pour d'autres ? Est-ce que le potentiel d'action latent dans les développements conceptuels qu'on a fait jusqu'ici peut mener à un développement plus grand applicatif ? Donc ça, c'était un rappel de la ligne et une première évocation de l'endroit où on est sur cette ligne. Maintenant, je voudrais introduire des mots qui sont des concepts, mais qui ont une portée immédiatement sentie. Le premier, c'est tenir. Au fond, un travail comme le nôtre et la manière dont on le vit, il est fondé par le fait de tenir
un désir et un souci qui sont posés comme étant un problème instituant d'une démarche de recherche. Autrement dit, notre posture, elle repose sur le fait que le désir et le souci d'environnement, on considère qu'ils peuvent constituer un problème instituant pour une véritable démarche de recherche ou d'étude. Ce désir, ce fait de tenir quelque chose, de tenir une question ensuite de la faire travailler dans des contextes à la fois intellectuel et concret, montre le fil conducteur de toute la ligne de recherche. C'est aussi lui qui fournit les bases qui fournit les bases du collectif. Je fais référence notamment à une discussion qu'on a eue sur qu'est-ce qui finalement était le plus constitutif dans notre dynamique de groupe. Et c'est ce que vous m'avez dit, c'est finalement ça, formulé avec des mots un petit peu différents. Il est clair qu'à partir du moment où on considère que son travail c'est de tenir un désir et souci posés comme problème instituant, il faut accepter dès le départ que ça positionne ce travail d'emblée comme une ligne de travail parmi d'autres possibles, mais d'autres possibles pour d'autres. C'est-à-dire, moi je travaille dans une certaine ligne, nous travaillons dans une certaine ligne, mais la définition même de cette ligne suppose qu'il y ait d'autres gens qui travaillent sur d'autres lignes et qui considèrent d'autres désirs et d'autres soucis comme des problèmes instituants de leur démarche de recherche. Ça ne veut pas dire que tout le monde considère qu'il y a des désirs ou des soucis comme instituant des démarches de recherche, mais ça, je pense que c'est un des points qu'il faudra discuter. Donc, tenir une ligne de recherche, c'est l'assumer et y avancer. Ce que ça n'est surtout pas, c'est tenir un espace, c'est-à-dire il y a toujours une tentation d'essayer de tenir la totalité d'un espace d'action ou de pensée, et ça n'est pas non plus sauter d'une ligne à l'autre. La conséquence, c'est que ça conduit à s'exposer au choc des autres lignes de recherche et de ceux qui les parcourent ou qui les font tourner. Ça conduit à assumer une dissymétrie qui est constitutive, puisque quel que soit le souci ou la question fondatrice à partir de laquelle on travaille, comme il y en a beaucoup d'autres, celle sur laquelle on travaille est dès le départ minoritaire, et très minoritaire. Autrement dit, à partir du moment où on assume qu'une recherche, c'est un regard qui part d'un point de vue et d'un souci, il faut assumer le fait qu'on est dans une dissymétrie. Une ligne de recherche par rapport à toutes les autres, il y a une dissymétrie importante de poids. Ça, c'est le concept de minoritaire tel qu'il est posé par Deleuze et qui est extraordinairement éclairant. Et par ailleurs, c'est s'exposer au désordre et au chaos de l'espace dans lequel on s'inscrit, parce que l'espace dans lequel on s'inscrit, il bouge tout le temps, aussi bien l'espace politique d'action de l'environnement que l'espace institutionnel des recherches et des études, que la vie des idées et des concepts, tout ça, ça bouge tout le temps. Et donc, si on choisit de tenir une position, alors on s'expose au chaos de cet espace également. Le deuxième mot que je voulais introduire, c'est dedans. Tenir une ligne, c'est être pris dans un champ de force. Puisque l'espace bouge, tous les espaces, politiques, intellectuels, académiques, dans lesquels on est, bougent. Et donc, tenir cette ligne, c'est être pris dans ce mouvement. C'est donc renoncer d'une certaine manière au hors-champ. On ne peut pas à la fois vouloir tenir quelque chose qui est dans un champ et penser qu'on est en dehors du champ, ou alors il faut qu'on explique avec quel système de grue, de poulies, d'héliportage, etc. on pense qu'on peut tenir des trucs dans un champ alors qu'on n'est pas dans le champ. Ça veut dire que c'est pas seulement avoir un projet qui est inscrit dans un champ. Si on fait référence au modèle de Bourdieu, l'acteur bourdieusien, il est dans le champ. Donc il a un projet dans le champ, monter, fuir, etc. Ou par rapport au champ, mais qu'on a aussi forcément en même temps un projet sur le champ ou pour le champ, pour le domaine ou sur le domaine. Et du coup, on est dans une situation de double contrainte ou de double projet, puisque on le voit, dès qu'on se met à discuter de la situation de recherche, on est pris dans le champ de force institutionnel, politique, etc., de l'environnement et intellectuel, et on a des projets sur le champ, des projets de changement, des projets d'influence, des projets de résultats, des projets de toutes sortes. Donc on est
à un double niveau avec des tensions entre les deux niveaux. Cette situation de tenir une problématique, elle aboutit donc à un défi sur plein de plans. D'abord, un défi conceptuel. Ce défi conceptuel, c'est qu'il y a bien d'autres positions possibles, notamment des positions qui acceptent a priori ce qui sortira du jeu de force. Là, je repasse sur des points qu'on a déjà, je pense, plusieurs fois discutés. Et donc, il y a un défi à expliciter plus loin le type de position dont on se réclame, c'est-à-dire une position qui explicite ses propres repères normatifs a priori, c'est-à-dire avant de voir comment le jeu va tourner à la fin. Il y a aussi un défi politique, puisque les organisations et les discours de notre demi-monde académique sont eux aussi tenus, mais par des forces sociales, économiques et politiques diverses. Ce n'est pas un monde apolitique. Il y a un défi professionnel et institutionnel, tenir face à d'autres qui ont d'autres projets, réfléchir aux conditions de composition. Alors, quand ce sont des gens qui eux aussi tiennent des positions claires, ça veut dire réfléchir aux conditions de composition entre leurs préoccupations et les nôtres, entre leurs désirs et ceux dont on se fait nous les porte-paroles. Quand ce sont des gens au contraire qui sont sur des positions non affichées, là aussi ça pose des défis d'une autre nature. Et puis c'est aussi tenir une position claire d'analyse, un défi personnel et interpersonnel. Est-ce que moi je peux tenir dans un autre sens ? À quel coût et avec quelles espérances par rapport aux opportunistes, aux cyniques, aux surfeurs, aux bienfaisants et bien-pensants qui nous entourent et qui, d'une certaine manière, sont en concurrence aussi avec ceux qui défendent des types de positions comme nous. Puis aussi, tenir à partir du moment où c'est un coût, au nom de quoi, de qui, pour qui, pourquoi. Et puis, une autre question très importante, quel sens, quelle possibilité d'un travail collectif à l'intérieur d'un champ qui pousse ses propres lignes d'organisation, c'est-à-dire que le champ lui-même a tendance à fragmenter une position comme la nôtre ou comme d'autres, qui sont articulées sur des soucis clairs, et par ailleurs, à partir du moment où conceptuellement on se dit que chaque souci, chaque désir potentiellement peut fonder une ligne de recherche sur un plan purement conceptuel, qu'est-ce qui conduit à penser qu'on peut fonder des lignes de recherche tenues collectivement ? Voilà une question très importante pour nous, je pense, et pour la suite. Donc, si on fait ce premier bilan, la question c'est est-ce qu'on peut aller vers de nouvelles étapes ? Pour ça, il y a deux repères dans nos travaux déjà réalisés. Il y a l'article sur l'ASE et l'efficacité environnementale qui fait le point de nos réalisations des étapes précédentes. Et puis, il y a le besoin d'un travail de fond sur le cadre même où nous travaillons, puisqu'il n'y a pas d'indépendance entre le contenu, les enjeux du travail et le contexte dans lequel on travaille. Il faut se donner aussi des outils pour ce contexte, et ça, c'était l'objet de la conférence que j'ai faite sur la critique en janvier dernier, et qui finalement a débouché sur ce que je propose aujourd'hui. Au point où nous en sommes sur notre ligne, il est clair qu'on a franchi une étape, donc il y a une nouvelle force. Mais forcément, ça se paye en face par de nouvelles violences du contexte. Les deux sont liés. Au fur et à mesure qu'on avance, on est à la fois plus fort et confronté à des enjeux de plus en plus difficiles. Alors, quels sont les risques ? Les risques, à chaque étape de cette montée, c'est des risques de renfermement sectaire, c'est-à-dire de se couper des autres et d'essayer de se renforcer mais en circuit fermé. C'est le risque de désespoir, c'est-à-dire de devenir triste, aigri, ronchonneur, etc. C'est celui de l'abandon. Donc, comme dans toute situation stratégique, l'abandon, c'est la situation de référence. Ce n'est pas une situation exclue ou une situation taboue, mais ça fait partie de la réflexion. C'est le risque du pétage de plomb. Le pétage de plomb, c'est ce qui se passe quand on reste connecté avec les forces contradictoires du champ trop fort par rapport à ce qu'on est en position d'assumer analytiquement. Et puis, il y a les tentations d'accepter la stabilité statutaire
couplé à la précarité axiologique, c'est la condition d'un certain nombre de nos collègues, ou le zapping conceptuel. Alors je voudrais revenir sur l'ensemble de ces risques et de ces tentations pour dire deux choses. La première, c'est que ces choix se sont déjà posés à plusieurs étapes du processus et qu'on pourrait parler de gens qui ont suivi des trajectoires diverses. Par exemple, la dérive sectaire, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu autour de nous, dans nos milieux de recherche. Et puis la deuxième, pour les lecteurs des clans de la Lune Alphane, c'est que vous voyez que chacune de ces trajectoires, on pourrait lui mettre un nom dessus, le renfermement sectaire, par exemple, comment on pourrait appeler ça, des parts, par exemple, et puis le désespoir des DEP, et puis le pétage de plomb, les skis, et puis le zapping conceptuel, les polis. Donc, quant à la question de la stabilité statutaire et de la précarité axiologique, la dame, la psychologue, c'est un peu ce genre de questions qu'on peut se poser. Où est-elle vraiment ? En tout cas, une chose est claire, à partir du moment où on décide de tenir un souci qui est aussi une problématique, il faut se garder de deux illusions. La première, c'est de croire qu'on peut tenir contre la situation, tenir au sens du petit garçon hollandais qui met son doigt dans la digue et qui tient la mer pendant que tout le monde va chercher des secours contre l'inondation. Ça ne peut pas être durable, donc il ne faut pas rentrer trop loin dans cette dynamique-là. Et puis il ne faut pas croire non plus, et donc au fond, la seule trajectoire à laquelle on puisse réfléchir, c'est une action sur le champ, c'est-à-dire sur le champ professionnel, intellectuel, conceptuel, qui soit viable dans la situation. Ça ne sert à rien de réfléchir aux actions sur le champ qu'il faudrait mais qui ne sont pas viables dans la situation, ou de se concentrer sur les actions viables dans la situation mais qui lâchent le champ. C'est précisément ça, les risques et les tentations. C'est qu'est-ce qui se passe quand on ne répond pas clairement à l'exigence d'actions sur le champ viables dans la situation. Ça revient finalement à mettre en pratique nos actions avec nos propres analyses, puisque la SGE, elle repose sur l'idée qu'on ne peut pas changer les choses au niveau émergent. Ce qu'on peut faire, c'est agir au niveau d'interaction stratégique avec comme objectif de faire changer les choses au niveau émergent. Mais on est pris, nous, dans une situation qui est de cet ordre-là, et donc il faut qu'on soit aussi clair pour traiter la manière dont on agit, nous, intellectuellement, que quand on regarde les autres agir, les acteurs d'environnement agir dans leur champ. Voilà, ça c'était mon point sur la situation telle que je la comprends. Donc pour moi le mot de situation est évidemment très chargé, il renvoie aux situationnistes, etc. Le fait de se dire on ne peut pas changer le monde de l'extérieur comme si on venait de Sirius, on est dans une situation concrète donnée et on pense dans une situation. Et notre pensée n'est pas décollée de la situation, ou du moins elle ne doit pas prétendre à l'être. Donc cette situation, à mes yeux, elle appelle une action, c'est cette recherche environnementale sur la société qui donne l'acronyme RES. Donc il s'agit de lancer une démarche analytique, critique, programmatique qui consiste en une intervention théorique, et c'est ces thèmes que je vais développer dans cette deuxième moitié de l'exposé, dans cette deuxième quart de l'exposé. Qu'est-ce que c'est un projet analytique ? Pourquoi c'est un projet analytique ? La situation appelle une action ou une pensée, on a vu qu'une pensée c'est aussi une action, qui met en jeu ses propres termes et qui assume la réflexion sur cette mise en jeu. Autrement dit, à partir du moment où on renonce, on est dedans, et à partir du moment où on renonce à l'extériorité complète du chercheur qui, au nom de l'institution, dit avoir une approche neutre, etc., à ce moment-là, on est pris dans une certaine forme de situation d'action, et ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on vit se mettent en jeu
d'une manière qui demande une certaine réflexion sur cette mise en jeu. Ça n'est pas complètement nouveau en soi, puisque vous vous rappelez qu'il y a des années, quand on a lancé les recherches sur la SGE, on a beaucoup réfléchi à la recherche-intervention. Mais quelque part, au fur et à mesure que de plus en plus clairement, il y a une difficulté à tenir dans la situation, les enjeux et le défi que ça représente demandent une réflexion de plus en plus approfondie et un travail de conceptualisation et d'analyse de plus en plus approfondi. Face à ça, on a un immense répertoire d'approches analytiques qui constituent autant de ressources, de savoir-faire, de concepts pour aider. Donc il y a d'abord les approches analytiques en psychologie, de la psychanalyse, mais toutes sortes d'autres formes d'analyse, l'analyse transactionnelle, etc. Il y en a en réalité des dizaines, voire des centaines. Et donc, elles constituent un immense répertoire de références. En revanche, il ne faut pas en conclure qu'on devrait aller vers une forme de psychologisme qui consisterait soit nous-mêmes à nous mettre en question réflexive essentiellement sur le plan psychologique, ça ne relève pas d'une démarche de recherche et encore moins d'une démarche de recherche collective. Et puis, ça ne doit pas non plus nous induire à projeter sur la société des références ou des concepts analytiques psychologisants qui n'ont pas lieu d'être dans ce cadre-là. En revanche, on verra qu'il y a plein de concepts qui, par leur vocabulaire, sont empruntés de la psychologie et qui sont applicables, par exemple, un peu dans l'optique où Deleuze et Guattari proposent la schizoanalyse ou toute cette sorte de raisonnement. Et puis, il y a un deuxième, pour un projet analytique, on retrouve une voie de recherche qui a été très importante dans les années 70 et qui est abandonnée aujourd'hui, c'est l'analyse institutionnelle, c'est-à-dire tous ces écoles de pensée, ces équipes qui ont travaillé à partir de la même question, qu'est-ce qu'on fait dans une situation où on est pris face à la force de l'institution, comment on peut faire pour avoir une réflexion qui ne subisse pas la force de l'institution, mais qui en même temps reconnaisse la réalité des pressions institutionnelles. Et donc, si on veut, je ne vois pas comment on peut faire l'économie de démarches de ce genre, mais en même temps, les démarches d'analyse institutionnelle des années 70, elles posent des problèmes absolument redoutables, et il est indispensable de revenir en fait sur ces démarches. Donc là, il y a un véritable enjeu de recherche. Ensuite, un projet critique. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est la critique ? C'est déconstruire les discours des autres et puis chercher les fondements. À partir du moment où chaque position doit rentrer en discussion avec les autres, c'est pas forcément simplement une discussion de salon. C'est une négociation, une interaction stratégique, etc. Et donc, pour tenir une ligne, on croise les lignes des autres, et bien, il y a bien des moments où il faut passer. Et pour passer, il faut déconstruire en face. Donc il faut assumer jusqu'à un certain point le registre de la méfiance, et puis il faut assumer aussi une posture distante, c'est-à-dire qui se tient à l'écart, qui est en partie inhérente à la dissymétrie et à une position minoritaire. Donc, on ne peut pas être très minoritaire, ou minoritaire au sens de Deleuze, c'est-à-dire être une préoccupation parmi beaucoup de préoccupations, si en même temps on n'assume pas sa propre préoccupation, tout en étant en capacité de déconstruire jusqu'à un certain point les discours des autres. Évidemment, si on pense qu'on peut les déconstruire complètement, là, c'est qu'on est dans la dérive sectaire. Donc la question n'est... Si on pense qu'on peut entièrement déconstruire les discours des autres pour qu'il ne reste plus pierre sur pierre, on est dans la dérive sectaire. Mais en revanche, si on croit qu'on va pouvoir pousser une ligne d'analyse sans réaménager chez les autres pour déconstruire ce qui ne tient pas bien, on s'illusionne complètement. C'est un projet programmatique, ça c'est un point je pense qui est déjà mal compris dans notre travail et qui peut que l'être encore plus si on continue. C'est-à-dire que le projet
c'est de tenir un problème ouvert, de garder un problème vivant. C'est pas de le taxidermiser sous forme d'un ensemble de solutions, mais au contraire, c'est au fur et à mesure que le problème déplace les questions, fait bouger les méthodes, etc., tenir le problème ouvert, tenir le problème vivant. Et c'est donc par rapport je pense que c'est un des points forts de l'article sur la SGE dans NSS, de bien distinguer les 3 niveaux de travail, les réalisations empiriques, donc les études de cas, etc., les répertoires d'outils méthodologiques, les grilles de lecture, et puis, de manière plus profonde, les problèmes de formulation, reformulation, approfondissement de la question qui se trouve motrice et en amont là-dedans. Tout l'enjeu, c'est la difficulté d'un travail qui est programmatique au sens conceptuel du terme, c'est-à-dire qui vise à développer des lignes de questionnement face à l'espèce de hachoir que constitue la dynamique organisationnelle de la programmation de la recherche avec ses mots-clés, sa répartition des questions, son espèce de travail sur commande dans lequel il faut que le même texte ressemble à la question pratique que se posent les décideurs et à une synthèse de ce que pensent les chercheurs. Donc, on est dans un monde actuellement où c'est un véritable défi d'avoir des questions programmatiques comme l'exige une démarche scientifique ou intellectuelle dans un cadre de programmation qui est de moins en moins compatible avec ça. Ensuite, le dernier point, c'est que le travail est essentiellement un travail théorique et conceptuel. Le travail à faire dans RES, et une bonne partie du travail qu'on a fait jusque-là était aussi de cet ordre-là, et que c'est finalement là-dedans que réside l'intervention. Là encore, je reviens à la phrase de l'Exergue. Ce qui dans notre travail comporte une force d'action, c'est précisément le travail de recadrage conceptuel. C'est là-dessus que repose la force d'action, y compris des méthodologies, des grilles de lecture, etc. Et c'est ça qui constitue la forme d'intervention. Et l'intervention n'est pas un cadre concret extérieur de contractualisation avec le terrain. Elle est ça beaucoup moins qu'elle n'est inscrite au centre dans le travail des concepts. On arrive au milieu. Là, tu voulais faire une pause pour téléphoner, Jean-Baptiste? Alors on continue. Donc l'idée c'était pour tenir cette ligne de recherche, il faut assumer un travail analytique, critique, programmatique. Et sur quoi peut s'appuyer ce travail? Sur quelle base théorique peut s'appuyer ce travail? D'abord, ça c'est une des questions sur lesquelles je travaille depuis pas mal de mois maintenant. D'abord, il faut un réexamen des appuis ou des bases théoriques qui sont déjà développées dans le cadre de la SGE. Donc ensuite, il faut revenir sur un certain nombre d'enjeux oubliés, c'est-à-dire qui n'ont pas été servis dans le cadre des travaux ASCA et RGTE. Ensuite, il va falloir développer des appuis nouveaux, et je vais vous en proposer 2. Donc là, c'est le plan de cette sous-partie. D'une part, le réexamen des rapports entre les dispositifs avec un petit d et les dispositifs avec un grand D. Et d'autre part, le refus de toute définition a priori de la dernière instance. Alors évidemment, ce sera clair qu'une fois que ça aura été expliqué. D'abord, revenir sur les appuis initiaux de l'analyse stratégique de la gestion environnementale. En fait, la base fondamentale, c'est le paradoxe de Munchausen que je vais vous raconter. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez que je vous ai raconté cette histoire. Vous connaissez un livre qui s'appelle Le Baron de Munchausen. Et dans Le Baron de Munchausen, il y a un épisode où Munchausen, sur son cheval, s'enlise dans un marécage. Et il y a un dessin magnifique qui m'a toujours frappé quand j'étais petit, où on voit Munchausen se tirer vers le haut par sa perruque. Sa perruque est tellement bien collée qu'il arrive à se tirer par le haut, et le dessin précise qu'il serre bien les jambes pour monter son cheval avec lui et s'extraire de la tourbière.
Or, ça, c'est exactement le paradoxe qu'on reproche à beaucoup d'approches environnementales, c'est, pour reprendre les termes de l'article ASGE, celle qui institue, pour changer une situation, le système même qui génère cette situation. Donc, toute la base théorique de l'ASGE, c'est de réfléchir à ce paradoxe pour voir les voies de sortie de ce paradoxe. Et ça nécessitera, ou ça nous invitera à revenir sur les bases qui ont permis de construire au départ le moteur théorique de l'ASGE, c'est-à-dire le croisement entre l'analyse des systèmes, la sociologie crozirienne, l'école de Palo Alto avec les travaux de Batson et de Salvini Palazzoli et les travaux de Mintzberg. Et puis il faudra certainement encore retravailler les formulations, puisqu'au fond, pour garder vivant le cœur théorique, il faut sans arrêt le reformuler au fur et à mesure qu'on approfondit la compréhension de la manière dont il se connecte à d'autres manières de prendre les choses. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra revenir. C'est Maya qui, dans l'article ASGE, disait c'est pas possible de résumer en 5 lignes des lignes d'analyse différentes comme Crozier, Batson, Mintzberg. Et donc, il faudra revenir sur cet aspect-là des choses. Deuxièmement, il faudra revenir sur des dimensions de la SGE qu'on a moins approfondies que les concepts de gestion intentionnelle, etc. Et pour moi, il y en a 3. La première, c'est l'analyse rhétorique. Si on accepte, comme nous le propose la phrase de l'Exergue de Deleuze, que discourir c'est agir, il faut bien qu'on étudie non seulement les interactions actives des acteurs, mais aussi les embrouilles discursives entre les acteurs. Alors c'est pas qu'on ne soit pas intéressé à ça, la thèse de Jean-Baptiste en fait foi, mais on l'a fait dans des voies très particulières et sans une réflexion d'ensemble sur la rhétorique, et sans s'interroger sur ce que donnerait une réflexion rhétorique qui soit en prise plus forte avec une réflexion stratégique. Donc ça, c'est une première dimension qui va appeler nos soins. Le deuxième, c'est que dans les périodes initiales où j'ai travaillé sur l'ASGE, la partie analytique en situation occupait une place énorme. Patrice Berthier, avec qui j'ai commencé à bosser, son projet, c'était de soigner les dysfonctionnements du ministère de l'Agriculture en matière de gestion environnementale. C'était donc changer des situations dysfonctionnelles par une approche de prise de conscience dirigée par l'analyste. De la même manière, j'avais consacré beaucoup d'énergie à l'analyse transactionnelle, au design des interactions entre les acteurs dans le cadre de dispositifs de travail en commun, etc. Toute cette dimension-là, on l'a continuée sous forme de savoir-faire, on l'a développée sous forme de savoir-faire, mais on ne l'a pas inclus dans notre réflexion théorique. Et puis le troisième axe, c'est le jeu comme modèle. Alors ça, on va laisser en sommeil. Dans le cadre de RES, je ne pense pas revenir là-dessus. Je lancerai un autre projet là-dessus après. Alors, maintenant je vais en venir aux 2 appuis théoriques nouveaux que je propose, qui sont pour moi les conclusions majeures que je tire de la phase précédente de RGTE. Le premier, c'est la prise de conscience d'un renversement majeur entre la gestion des dispositifs et la gestion des dispositifs. Je vais vous l'introduire de plusieurs manières. En 1982, quand j'ai commencé à travailler sur la médiation, on était très peu nombreux à travailler sur des dispositifs avec un petit d, c'est-à-dire sur des modes d'action et d'interaction qui sont designés artificiellement par un intervenant pour faire interagir les acteurs entre eux. Tous les sociologues sérieux ou les politistes sérieux considéraient que ce qui comptait, c'était la société dans son ensemble, la lutte des classes, les rapports sociaux, etc.
moi j'utilise la métaphore du grand bain et du petit bain. Donc en 82, moi j'étais dans le petit bain de la médiation, à dire mais oui, on peut mettre les gens ensemble autour d'une table, ou bien faire d'autres types de dispositifs concrets qu'on a mis en place, qui sont pilotés, dirigés. Et puis la majorité des autres chercheurs en sciences sociales disaient mais non, c'est les forces sociales, etc. Or, aujourd'hui, je constate que la situation s'est inversée du tout au tout, puisque moi-même, maintenant, je ne peux plus concevoir les interactions autrement qu'en connexion avec l'ensemble des forces de la situation, alors que les sociologues, politistes, etc., je les perçois, en forçant un peu le trait, comme tous groupés au chevet de dispositifs avec un petit d, comme les conférences de citoyens, etc., etc. Et donc, on voit bien que on voit des gens qui, avant travaillaient sur toute autre chose, se passionnaient pour ça. Et donc, il y a une sorte d'inversion. J'ai l'impression d'être à contre-mouvement, mais je constate bien qu'il y a eu une inversion, un renversement de situation. Ce phénomène touche tous les aspects sur lesquels on a travaillé. D'abord, la prospective. Jusqu'en 1994, tous les travaux de prospective que j'ai vus, auxquels j'ai participé, ils consistaient à organiser des exercices de prospective. Et avec l'échec des exercices de simulation de prospective, mon hypothèse, ça a été de dire que précisément c'était là l'erreur. C'est-à-dire que la prospective, c'était pas que un problème de concevoir des dispositifs pour fabriquer et discuter de la prospective, c'était de se poser la question de l'économie de la fabrication et de la discussion des conjectures prospectives en général, dans le grand bain, ouverte. Et que si on voulait faire des dispositifs qui aient un sens, ça ne pouvait se faire qu'à partir d'un projet d'intervention dans le grand bain du travail prospectif de la société. Sur la négociation, même mouvement. Tout le travail lancé sur la négociation depuis le milieu des années 90 avec Yann Laurence, Isabelle Dubien, etc., il repose sur l'hypothèse que c'est pas la peine de croire qu'on va résoudre les problèmes en créant un dispositif dans lequel on va faire interagir les acteurs, mais que les voies à ouvrir, c'est des voies dans lesquelles on comprend comment fonctionne le dispositif avec un grand D, c'est-à-dire le grand agencement. Je crois que c'est Foucault qui parle de dispositif pour ça, au sein duquel s'inscrit l'attention, le problème qui est à résoudre, et que s'il y a des dispositifs avec un petit d, ce sont des moments tout à fait seconds, importants certes, mais seconds, c'est-à-dire qui dérivent ou qui aident par rapport au dispositif avec un grand D. Plus fondamentale et plus vertigineuse pour moi a été la prise de conscience qu'il en allait de même pour tout ce qui concerne l'analyse. C'est-à-dire que les démarches analytiques en psychologie ou en analyse institutionnelle reposent pratiquement toutes sur l'idée qu'on va créer une sorte de dispositif qui répartit la prise de parole, l'écoute, etc. Et à la fois la prise de conscience et les changements vont se dérouler dans le cadre d'une sorte d'expérience contrôlée à petite échelle, qu'on va pouvoir créer un petit dispositif qui va reconfigurer ce qui se passe en dehors. Un divan, un fauteuil, un week-end de dynamique de groupe, etc. etc. Or, deux lectures ont été pour moi extraordinairement révélatrices à cet égard. Là aussi, je me heurtais à la limite de cette conception. Ça a été la lecture de Searles, notamment avec son livre « L'effort pour rendre l'autre fou », dans lequel en fait, on s'aperçoit que la relation entre l'analyste et l'analysé ne s'enferme dans aucun dispositif, c'est-à-dire qu'elle, en dehors de cas particuliers qu'on monte en épingle et qui sont finalement des modèles conceptuels trompeurs, comme la psychanalyse, on est dans une situation où tout joue, le cadre institutionnel, les aspects financiers, l'état de la société, etc., etc., et dans lequel il y a toujours une réversibilité entre l'analyseur et l'analysé. C'est-à-dire dans lequel le contre-transfert de l'analyseur est au même niveau d'intensité, de risque et d'enjeu que le transfert de l'analysé, et donc qu'en réalité, ce sont toutes les situations d'interaction ou d'intervention qui peuvent être
penser comme analytiques. Il n'y a pas besoin de les enfermer dans un dispositif analytique. Et là, je pense qu'il y a une voie pour dépasser les insuffisances des approches précédentes en analyse institutionnelle ou autre, qui est absolument majeure. Et c'est pour cette raison que je pense que on peut lancer une démarche analytique sans instituer, sans enfermer dans un dispositif, sans considérer comme un préalable la participation des autres, les conditions de cette participation, les contrats, etc. À partir du moment où on est au clair sur le fait qu'il s'agit de réfléchir l'intervention et la circulation et des interprétations et la circulation des enjeux de la situation analytique. Autrement dit, il n'y a pas besoin de se figer dans un dispositif, il n'y a pas besoin de figer de manière rigide qui est l'analyseur et l'analysé, il y a besoin de mener comme analytique une intervention dans le grand bain, dans le jeu ouvert de la société et des situations dans lesquelles nous sommes. En disant ça, je rejoins d'une certaine manière l'approche de l'anti-Oedipe, de Deleuze et Guattari, encore que eux ne proposent finalement aucune manière de poser le problème. Ils arrivent simplement au même constat, mais sur un plan conceptuel et théorique. Enfin, cette révision du partage entre les petits dispositifs et les grands dispositifs, elle est pour moi une des conséquences de la lecture des sociologues des sciences, les Calon, Latour et autres. Et c'est pour moi ce qui fait vraiment la différence entre Latour et certaines pratiques de sciences post-normales ou autres, c'est que la conception de Latour, de la science et de la politique, c'est de dire que le moment de la traduction et de l'enfermement au laboratoire ne peut jamais être considéré en lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, le dispositif que constitue telle ou telle manip de sciences de la nature ou telle méthodologie de sciences sociales ne peut pas être compris et n'a pas de sens indépendamment de l'ensemble du système où il s'inscrit, de la réalité dans son entier, et donc qu'il n'y a aucune légitimité à prendre la science ou telle ou telle activité scientifique comme un dispositif à part. Là encore, le grand bain, le grand agencement, le dispositif avec un grand T, c'est là-dedans, dans ce cadre-là, qu'on travaille. Et donc je ne suivrai absolument pas ceux qui croient pouvoir enfermer dans leur petit dispositif tous les enjeux des relations nord-sud, du développement, etc. Je veux juste mentionner que dans ces prises de conscience, il y a eu après la lecture de Deleuze qui apporte un maillage conceptuel, des assises tout à fait fondamentales pour renoncer à un certain nombre d'appuis qui ne conviennent pas. J'ai essayé de chercher un mot pour raconter ce retournement. Un peu comme en biologie, il y a des organismes qui se retournent comme une chaussette, mais dire ça, ce serait encore souscrire à l'optique des dispositifs, puisqu'on définirait d'avance quel est l'intérieur et quel est l'extérieur, quel est le grand, quel est le petit. Et en fait, là, si on voulait aller au bout des choses, il faudrait dire qu'on est comme sur un ruban de Möbius, ce qui à un moment donné est perçu comme le cadre englobant. Au moment d'après, on peut passer de l'autre côté de la bande, en tournant autour de la bande, devient un petit dispositif, de même que à un moment donné, un conflit social peut être le détonateur d'un changement dans la société en grand, et puis après, on peut essayer d'instaurer des négociations sociales pendant des années sans arriver à faire bouger quoi que ce soit, parce que le moment décisif a changé d'endroit dans le système. Donc il faut qu'on réfléchisse à ce grand retournement ou ce grand qui fait qu'aujourd'hui, être concret et intervenant, c'est intervenir sur le système dans son ensemble, alors qu'il y a 20 ans, être concret, c'était intervenir sur les petits dispositifs. Le deuxième grande conclusion que j'ai tirée des travaux de RGTE, c'est l'idée que, au fond, ce dont il s'agit, c'est d'un problème de pluralisme.
pour que nous puissions éclairer ou comprendre ce qui se joue sur les problèmes d'environnement, on a vu qu'il fallait que nous, on assume que c'est cette question-là qui nous intéresse et qu'on pouvait le faire que si on assumait le fait que d'autres étaient intéressés potentiellement par d'autres questions. Mais le monde de la recherche n'est pas organisé comme ça, et le monde politique non plus n'est pas organisé comme ça. Donc, il faut voir qu'est-ce qui ne va pas ou quel est le problème fondamental d'organisation. Pour avoir un véritable pluralisme, il ne suffit pas d'avoir des préoccupations diverses hiérarchisées entre elles. Si elles sont hiérarchisées entre elles, c'est qu'il y a une préoccupation directrice, c'est qu'on n'est pas pluraliste, c'est qu'on est moniste, ou qu'on est unitaire. De la même manière, si on a un pluralisme entre des communautés, si on considère comme le pluralisme la coexistence de plusieurs communautés identitaires au sein d'une même entité, on ne va pas avancer. Mais c'est peut-être pas la peine que je développe ce thème-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un pluralisme des causes. C'est-à-dire que des gens, des groupes puissent chacun défendre des causes, et c'est comme ça que la société ouverte peut fonctionner, ou que la société peut fonctionner de manière ouverte. Mais pour ça, il y a une règle absolue qui fonde d'après moi le pluralisme des causes. Cette règle, c'est celle-là. On ne peut ni garantir ni refuser a priori à une instance, quelle qu'elle soit, la perspective d'être, dans un cas donné, la dernière instance. Et moi, j'utiliserais autrement le concept d'être l'instance décisive dans un cas donné. Pourquoi ? Parce que si on se donne avant l'interaction, avant la situation, une instance qui est une dernière instance a priori. C'est-à-dire si on dit de toute façon, il faut que ce soit les droits de l'homme qui l'emportent, par exemple. Ou bien, de toute façon, pour régler les situations, il faut mettre des droits de propriété pour que les gens puissent s'ajuster. Cette posture, quelle que soit la légitimité morale de l'instance qu'on postule être la dernière instance, cette posture revient à ramener la multiplicité hiérarchisée, puisqu'il y a une instance première parmi les autres, et donc ramène à une vision d'un bloc des choses. La deuxième, donc il y a une raison déjà conceptuelle, théorique. Et la deuxième raison, c'est une raison stratégique. Pourquoi ? Parce que dès qu'on institue quelque chose, dès le départ, comme étant la dernière instance, ce devant quoi il faudra de toute façon que les autres instances s'inclinent, les autres désirs, les autres soucis, les autres analyses. À ce moment-là, cette dernière instance devient l'enjeu central des manipulations stratégiques, puisque celui qui se l'approprie, celui qui s'en réclame, va finalement pouvoir écraser les autres grâce à la hiérarchie des instances. Et du coup, ce qu'on observe, c'est une bousculade pour s'approprier la zone de flou que laisse forcément l'interprétation de ce que c'est la dernière instance, qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme. Donc chacun va dire ça. Exemple frappant, c'est la surenchère victimaire, le bouquin de Pascal Bruckner. Comment faire pour montrer que moi je suis la victime ? Alors donc le SDF c'est la victime, mais l'agriculteur bosseron, le céréaliculteur bosseron, c'est la victime aussi. Il vient à la télé pour pleurer. Chirac vient pleurer en disant qu'il est injustement traité. Donc à partir du moment où on institue quelque chose avant l'examen des situations comme en dernière instance incontournable, eh bien on crée ça. L'autre mécanisme que ça provoque, c'est ce que j'appelle le népotisme axiologique dans les régimes autoritaires, dans les régimes où il y a une autorité qui prévaut en dernière instance, par exemple des républiques autoritaires. Le véritable enjeu, c'est d'être le beau-frère du président ou le cousin de la fille du président, et donc de se construire des réseaux tribaux et familiaux liés à celui qui a l'autorité dernière. Et la même chose prévaut dans l'ordre à la fois des discours politiques et dans l'ordre conceptuel. Si on accepte qu'une instance se pose comme dernière instance, à ce moment-là, tout le monde va se découvrir avec elle des relations familières et on va aboutir au népotisme axiologique. Dans le cas des agri-environnementales, c'est le syndicalisme agricole majoritaire qui se pose comme rempart des droits de l'homme face à la bête.
Il faut choisir entre l'homme et le loup, l'homme et l'ours, etc. Et donc, si on déroge à l'évidence théorique qu'il ne peut pas y avoir de dernière instance dans un régime pluraliste, on se met dans des situations pratiques où, en réalité, on est dans des formes, on fait le lit de formes complètement manipulatoires qui ramènent à des phénomènes de domination, mais de domination de plus en plus illisibles. Cette règle est un appui fondamental pour notre travail critique. Et quand je regarde tous les travaux qui ont été faits dans le cadre d'RGTE, je m'aperçois que toutes les dimensions critiques des travaux découlent ou renvoient à cette règle. Bon, déjà, la critique des approches classiques de l'environnement est simple. Les gens qui disent, voilà, la dernière instance, c'est le droit. C'est l'application du droit de l'environnement. Si quelque chose ne va pas, l'outil, c'est le droit. Ou la référence, c'est le droit. L'argent, donc ça, c'est les approches économiques libérales, mais je passe là-dessus, nous, on ne s'est pas tellement intéressé à ça. Beaucoup plus parlant, l'approche de Boltanski et Thévenot, moi, je considère que cette approche met les droits de l'homme comme dernière instance. C'est-à-dire que le principe de humanité donne l'état de grand à celui qui fonctionne sur les droits de l'homme, et le rejet de la violence comme mode de règlement des problèmes donne l'état non seulement de petit, mais même d'excluable à celui qui utilise la force dans le règlement des problèmes. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Boltanski et Thévenot n'ont pas mis la cité des droits de l'homme et la cité du guerrier en parallèle avec les autres cités dans un système ouvert. Ils ont instauré une métacité, c'est celle des droits de l'homme. Et donc leur problématique, c'est comment, une fois qu'on a posé les droits de l'homme en dernière instance, on peut rester en partie pluraliste en faisant fonctionner ensemble d'autres systèmes axiologiques dans le cadre desquels les acteurs règlent leurs problèmes. Donc moi l'estime que j'ai pour la démarche de Boltanski et Thévenot, elle vient du fait que pour eux, le désir et le souci, il est très lisible. C'est la question: comment pouvons-nous vivre ensemble sans violence? En revanche, là où la démarche déraperait complètement, c'est si, au lieu d'en faire un souci parmi d'autres, un souci dans un cadre pluraliste, une instance qui prétend être décisive le plus souvent possible, on en faisait d'emblée, a priori, la dernière instance. Parce qu'à ce moment-là, on rentre à la fois dans une méconnaissance du réel, parce que la cité du guerrier n'a pas disparu, ça ne sert à rien de la refouler, et parce qu'on ouvre la porte à de nouvelles manipulations. De la même manière, l'approche latourienne, elle est fondée sur un refus catégorique du travail des scientifiques comme dernière instance. On peut la lire comme ça. Latour, la passion qui l'anime depuis 25 ans, c'est le refus que les scientifiques disent aux gens ce qu'il faut faire et finalement usurpe le pouvoir politique. Mais Latour, c'est aussi une théorie qui conduit à instaurer comme dernière instance le processus politique d'une certaine façon. Et là aussi, ça va trop loin par moment. Quant à Lascum et à l'approche qui aujourd'hui est de loin la plus dominante, pour elle, la dernière instance, c'est la procédure. Autrement dit, il est posé a priori que dans toutes les situations, c'est la procédure le point clé, et que pour aller vers de l'avant, il faut chercher des solutions procédurales. Il y a des phrases catégoriques là-dessus dans agir dans un monde incertain. Et le risque des dernières instances, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'homogénéité entre les types d'instances. N'importe quel type d'instance peut devenir une dernière instance au sens où je le pose. Un autre exemple qui est très courant dans notre milieu académique, c'est la forme, l'érudition, la noblesse de l'expression peut elle aussi devenir une dernière instance, qui fait que une pensée malfaisante et inexacte peut vouloir s'imposer en dernière instance simplement parce qu'elle est exprimée dans un certain registre, et on peut créer des rapports de violence à partir de ça. C'est pour ça que je dis, en fait, il n'y a pas de raison d'instaurer a priori Godard face à Bigard. C'est une chose de plaider pour que s'instaure
des savoirs plus copieux, des expressions plus structurées, etc. Mais ça n'est pas la même chose de dire que ça, toujours, ça l'emportera sur d'autres formes d'expression. Parce que sans ça, ça risque de redevenir la matière d'une imposition et d'une absence de clarté dans la réflexion et d'un manque de pluralisme. Donc, du coup, ça a beaucoup de conséquences, et notamment le fait que se proclamer dehors, par opposition à dedans, comme je disais tout à l'heure, c'est poser sa propre instance comme étant dernière a priori par rapport à celle qu'on analyse. C'est-à-dire, c'est mettre l'instance dont on parle sur un autre niveau dans l'absolu. C'est ne pas être un candidat parmi d'autres, mais être l'organisateur du vote, et donc finalement le détenteur caché du pouvoir. C'est se poser au-dessus, ou bien au centre, comme je le disais pour la dynamique de l'entonnoir dans l'exposé de l'an dernier. Et donc l'analyse des lectures théoriques et l'analyse institutionnelle vont de pair. C'est la critique de ceux qui promeuvent leur instance comme étant une dernière instance. A priori. La question, bien sûr, il y a toujours une dernière instance dans un cas donné. Mais ce qui ne va pas, c'est les dernières instances posées a priori. Du coup, ça veut dire qu'on a un fil conducteur pour notre démarche analytique, en tout cas pour sa partie critique. Sur quelle instance s'appuie le dire de tel chercheur ? Est-ce la discipline scientifique ? Est-ce l'institution et ses orientations de recherche, ou bien le statut qu'elle lui confère ? Est-ce un pôle dans une bipolarité politique, comme à l'époque où la recherche était très politisée ? Est-ce que c'est ses pulsions de dévoilement ? Est-ce que c'est une stratégie de synthèse et d'enveloppement par rapport aux instances des autres ? Et puis, quelles sont les conditions de relais collectif d'une analyse ? Nous défendons une instance, non pas comme dernière instance, mais comme une instance qui prétend pouvoir être décisive dans chaque cas, ou plutôt qui est candidate à être l'instance décisive, qui considère qu'elle ne peut jamais être refusée a priori. Mais quelles conditions de relais collectif pour l'analyse que promeut une instance ? Alors, est-ce que c'est des conditions instituées donc la discipline, ou bien l'institut interdisciplinaire comme l'INRA ? L'INRA, il institue une instance, c'est le développement de la filière agricole. Est-ce que c'est des relais organisés, comme dans l'école de pensée ? Est-ce que c'est des conditions nomades, comme Crozier finalement, qui a mené une vie conceptuellement de nomade ? Est-ce que c'est des conditions de relais mandatées, avec les programmes thématiques ou finalisés ? Est-ce que c'est des conditions fluctuantes, comme avec la vie académique, où pendant 5 ans, tout le monde va dire c'est un problème d'appropriation, de développement durable, et puis dans les 5 ans qui viennent, tout le monde va dire c'est un problème d'efficacité des politiques publiques. Donc tout ça c'est ce genre de questions-là sur lesquelles il faut qu'on travaille en situation pour tenir. Au fond, la situation telle que ces nouveaux appuis théoriques ou ces appuis théoriques supplémentaires permettent de la tenir, elle revient à dire que ce qui est en jeu, c'est de pouvoir discuter le sens d'une situation et rejeter les territorialisations imposées. Dit autrement, quand on parle d'un problème environnemental, par exemple, on a l'impression d'être dans une bousculade où chacun arrive avec ses cartes du monde. Et voilà, on a une carte économique du problème, une carte juridique. Je vais vous dire, le vrai problème, c'est les relations nord-sud. Le vrai problème, c'est ceci, c'est cela. On a une pléthore de gens qui nous poussent leurs cartes, qui nous disent le monde, c'est comme ça. C'est un jeu multi-agent. C'est ceci, c'est cela, etc. En fait, ces cartes peuvent être utilisées ou peuvent être vues comme les projections de quelque chose posé en dernière instance, et finalement d'une cartographie auto-réalisatrice. Une cartographie, c'est comme un plan d'urbanisme, il n'y a pas de différence entre une carte et un plan, autre que le fait que la carte est dessinée après et le plan est dessiné avant, mais les cartes peuvent devenir des plans si on arrive à les imposer aux gens. Ou plutôt, les plans peuvent devenir des cartes. Et donc, nous vivons encombrés de cartes, et nous vivons aussi dans un système où de plus en plus les gens nous imposent des mondes virtuels, des maquettes.
Je pense aux jeux, au système de jeux de simulation. Je pense aux gens qui disent, en voyant les conférences de consensus, que c'est ça le vrai enjeu pour démocratiser la démocratie. En fait, on fait une espèce de modèle miniature de la démocratie, et après, parce qu'on arrive à bien vivre ce modèle et à le faire fonctionner, on se dit on a démocratisé la démocratie. Donc face à ça, moi je m'inscris complètement en rupture par rapport à cette dynamique-là. Et donc moi je me vois plutôt dans une course de corsaires qui, chaque fois qu'il rencontre un bateau, va leur dire: je ne veux pas voir vos cartes, je veux voir vos boussoles. C'est-à-dire je veux voir où vous voulez aller. Je veux voir les visées qui sont les vôtres, pas les lectures du territoire que vous me foutez en avant et qui finalement constituent des projets dont on n'a pas discuté les objectifs. Et donc, demander aux gens leur boussole, pas leur carte. Je pensais qu'il y aurait Xavier dans le public, c'est pour ça que j'ai mis ça. Ce recadrage théorique, il permet aussi de redéfinir dans des termes extrêmement simples les deux mots qui définissent notre situation. Tenir, finalement, c'est tenir une instance pour qu'elle puisse, le cas échéant, être décisif. Dans notre cas, c'est tenir la question environnementale, le souci environnemental, le désir d'environnement comme une instance construite, tenue, instrumentée, pour qu'elle puisse, le cas échéant, être décisive dans des situations. C'est ça, tenir, si on le redéfinit maintenant positivement. Et évidemment, on le vit négativement parce qu'on est dans un monde où le pluralisme est peu développé et peu répandu, et où il y a beaucoup de gens qui ont pour objectif d'instaurer des dernières instances. Donc évidemment, ce tenir devient un tenir bon face à, etc. Deuxièmement, ce travail nécessaire se déroule dedans, c'est-à-dire que dès le départ, tenir une instance, c'est être pris dans le jeu plus large de l'ensemble des instances et de leurs interactions, surtout si on assume un cadre pluraliste. Et surtout si on renonce au fait de s'instaurer soi-même comme dernière instance. Forcément, on est dans l'interaction, on est à l'échelle de l'interaction et pas à celle de l'émergence du système. Et comme ces autres instances, on ne peut pas leur refuser le pouvoir de prétendre elles aussi être décisives dans des situations, eh bien on est obligé de la vivre, cette interaction, on est dedans. Et puis on est dedans aussi parce que ceux qui veulent poser leur instance comme dernière instance, finalement sont dans une démarche de colonisation ou de domination, et que cette démarche de domination, on ne peut pas la renverser par une démarche de contre-domination, remplacer un surplomb par un autre. Sans ça, on serait en contradiction avec les bases mêmes de pluralisme, et on se mettrait dans une contradiction intenable. On ne peut pas à la fois reconnaître que chaque préoccupation est minoritaire et ensuite vouloir se mettre au-dessus ou au-dehors de l'ensemble. Alors j'en arrive à la dernière partie. Une fois que la situation a été explicitée, une fois qu'on a réfléchi à ce que c'était que de tenir une ligne de recherche dans une situation, une fois qu'on a introduit ces appuis théoriques, comment je me propose d'avancer concrètement. Pourquoi avoir appelé ça recherche environnementale en situation? C'est tout simplement parce que à partir du moment où on accepte un pluralisme des préoccupations, la construction, elle se fait par des gens qui chacun sont porteurs d'une préoccupation. Il n'y a pas de chef qui, lui, ait une méta-préoccupation. Si on veut pouvoir vivre dans un monde pluraliste où chacun peut défendre ses préoccupations, il faut accepter qu'on part de gens qui chacun ont une préoccupation. Dans ces conditions, ça veut dire que le travail se fait forcément à partir d'une préoccupation spécifiée. Pour avoir le droit de parole, il faut dire quelle est notre préoccupation concrète. D'où la légitimité de dire, voilà, on va faire une recherche à partir d'une préoccupation environnementale
sur la société, sur les conditions sociales de la réalisation des désirs environnementaux. C'est une autre manière de formuler le problème tel que je l'avais conceptualisé dans ma thèse. Évidemment, ça renvoie à d'autres plans d'action et d'analyse, c'est-à-dire que la question environnementale posée comme ça, elle va interroger la société, ses mécanismes, etc. Et donc, la réflexion ne peut pas du tout s'en tenir au plan environnemental. Par exemple, quand Maya s'interroge sur les zones humides du Sénégal, nécessairement, sa réflexion va la conduire vers les bailleurs de fonds, les relations internationales, etc. Donc, il faut être dans le plan de sa préoccupation, ouvert par sa préoccupation ou tracé par sa préoccupation, et de là, rentrer en dialogue avec d'autres plans, rentrer en réflexion, en résonance, etc., avec d'autres plans. Ici, les notions de territorialisation et de déterritorialisation de Deleuze et Guattari sont évidemment tout à fait fondamentales, puisqu'elles nous disent qu'il faut assumer le fait qu'on vit sur des plans et qu'on peut passer d'un plan à l'autre, et que ce qu'on fait, on doit pouvoir le lire dans ce langage-là. Par ailleurs, le choix de la formule, il tient beaucoup par l'acronyme. D'abord, pour souligner cette position décalée, distante, c'est-à-dire que par rapport à ceux qui disent « nous, on est au cœur de la société », parce qu'ils pensent avoir une dernière instance a priori, nous on dit « ok, nous on a une instance ». Et puis il y en a d'autres, ils font ce qu'ils veulent. Et par contre, les autres chercheurs avec lesquels on a des dialogues vraiment intéressants, je pense à Boltanski et Thévenot avec leur souci de droits de l'homme ou à Latour, eux aussi ils sont distants, ils ne prétendent pas être le centre de la société. Ce serait mal les comprendre, je pense, de comprendre ça. La deuxième chose, donc nous, on assume le fait qu'on est dans un endroit qui est l'environnement et qu'à partir de là, on s'interroge sur le reste. Deuxio, res, ça veut dire la chose en latin, et donc c'est une prise de position contre l'hégémonie du procédural. C'est un cri du cœur pour dire non, nous ce qu'on veut c'est les choses, pas seulement les procédures. Et puis finalement c'est un jeu de mots latourien, puisque res, la chose, causa, c'est à la fois la cause au sens de la discussion, l'instance juridique de débat public, et l'objet dont il s'agit. Et Latour fait grand cas du fait que la république, c'est la chose publique, mais donc ça peut vouloir dire aussi les choses qu'il s'agit de gérer publiquement. Et donc pour moi, on est vraiment sur des questions théoriques de pluralisme, c'est-à-dire sur la question de remettre les choses dans la discussion publique. Ça n'est pas que des procédures de discussion publique. Et donc, chacun est fondé à avoir des préoccupations de choses dans la vie publique. Et je pense que cet aspect-là, je voudrais vraiment aller beaucoup plus loin dans le travail de cette question, parce que ça me paraît ce développement me paraît indispensable pour tenir. Du coup, concrètement, on peut se faire une petite boussole de notre espace de manœuvre à deux échelles différentes. Donc ça, c'est la première échelle, c'est celle du champ de l'environnement. Ça, c'est le champ social et le champ des sciences sociales. Et on va essayer de voir concrètement notre position d'analyse. Donc, il y a notre situation, déjeuner, comment on fait, les autres, machin, etc. Ça va pas du tout. Il y a la situation, j'allais dire des autres acteurs, mais des autres teneurs. Si le monde est vraiment pluraliste, les autres gens tiennent d'autres préoccupations. Donc il y a notre situation, il y a celle des autres. Il y a la conjoncture en matière d'environnement et de recherche, toutes les difficultés de développer le domaine environnement. Et puis il y a la conjoncture lue par les autres, comment eux voient cette conjoncture. Il y a le cadre théorique à ce jeu, puis il y a les autres cadres théoriques de l'environnement et du développement durable, il y a notre posture de recherche et les postures de recherche revendiquées par les autres. Et donc notre espace réflexif, c'est forcément un espace où ces différents aspects rentrent en jeu pour comprendre. On ne peut pas juste balancer à la tête des gens notre cadre théorique et puis ensuite dire voilà, c'est bon, nous on a compris pour ce qui nous concerne. Non. À partir du moment où on entre en interaction avec le reste du champ de l'environnement, eh bien, il faut qu'on assume le fait que notre cadre théorique, il va rentrer en interaction musclée avec les autres cadres théoriques et que cette interaction, elle se fait à la lumière des intérêts stratégiques et des revendications de posture de recherche. C'est tout cet ensemble qui va être à négocier, à lutter et à réfléchir pour que ça tienne.
Mais ça, c'est le champ de l'environnement seulement. Et ce champ de l'environnement, on ne peut pas le séparer de la société, et on est bien dans une démarche où, pour tenir et pour développer notre propos, on est bien dans une recherche environnementale sur la société, parce que si on se cantonne au champ environnemental, ça ne va pas marcher. Donc il y a un autre territoire de jeu qui est le territoire plus vaste ou autre du champ social et politique et des sciences sociales. Donc il y a notre situation. Notre situation d'aujourd'hui, c'est à la fois, on peut la lire indifféremment dans le champ de l'environnement ou dans le champ plus large de la recherche en sciences sociales et du champ social. Donc notre situation, on peut la lire à deux échelles différentes ou sur deux plans qui se croisent concrètement là où on est nous. Et donc dans cet autre champ, là, on peut faire la même analyse. Il y a des enjeux théoriques généraux de notre cadrage théorique. Par exemple, cette question de pluralisme substantiel ou de pluralisme des causes. Ça, c'est une question qui va rentrer en discussion avec d'autres théories qui, elles aussi, revendiquent une portée générale au sein des sciences sociales ou dans le champ social. Et puis, il va y avoir la conjoncture générale, la situation politique, etc. Je passe sur les détails. Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire le fait d'assumer des allers-retours de territorialisation entre la posture environnementale et la posture plus générale? Je pense que le meilleur exemple, c'est les discussions pendant la thèse de Maya. On part des zones humides du fleuve Sénégal. Et vous vous rappelez sans doute qu'à la Bussière, à partir de là, Maya a montré en quoi tout le champ social de développement des bailleurs et tout au niveau international pesait là-dessus. Mais dans des termes qui semblaient indiquer que le champ géopolitique surdéterminait ce qui se passait à l'échelle des zones humides du fleuve Sénégal. Et il a fallu beaucoup de discussions au sein de l'équipe, et il a fallu à Maya progresser dans son travail pour arriver à ne pas rester scotché sur le territoire des relations de force internationales et arriver à assumer le jeu de reterritorialisation et de déterritorialisation. Et donc, si on veut voir dans ce qu'on a déjà fait, ce qui pointe dans cette direction, pour ne pas rester scotché dans la territorialisation sur les rapports de force internationales, pour arriver à bouger entre l'histoire, les rapports de force internationaux, les situations locales, les politiques gouvernementales, etc., eh bien, ça a été ça l'essence du travail de Maya. Ça a été d'arriver à être capable de décoller, recoller, déterritorialiser, reterritorialiser. Il ne s'agit pas de territoire géographique, évidemment, mais de plans d'interaction et de plans d'analyse. C'est bien de ça qu'il s'agit. Si on veut pouvoir développer notre réflexion théorique et notre action, il faut qu'on soit capable de les reporter sans s'y scotcher aux conditions institutionnelles, à nos stratégies, à celles des autres, aux interactions conceptuelles, etc. Et c'est donc bien dans cet espace de manœuvre-là qu'on s'aventure, à partir du moment où nous assumons le fait que nous sommes pris dans la situation, que nous souhaitons tenir une préoccupation-problème. Il faut avoir nos points cardinaux pour nous orienter. Donc, pour RES, les conclusions pratiques que j'en ai tirées, c'est un dispositif procédural de discussion qui sera institué de manière interstitielle, c'est-à-dire ne pas introduire, voilà, on va faire atelier RES tous les temps, etc. Donc, j'ai un programme de thèmes à aborder. Et je profiterai d'occasions avec des partenaires institutionnels divers et en des lieux divers pour faire se dérouler le programme, mais en tenant ma ligne de questionnement. 2. Je souhaite modifier un peu les processus de discussion au sein des séances, c'est-à-dire que je propose un cadre dans lequel j'interviens, parce que j'en ai encore beaucoup à dire, et dans lequel ensuite les personnes qui ont écouté réagissent, mais sans interaction directe, pour que la discussion se développe et qu'il y ait une discussion à écouter, et qu'il n'y ait pas d'emblée, soit si on est entre nous une espèce de rapport de groupe qui fonctionne comme ça, soit si c'est avec d'autres, tous les enjeux habituels de réunion qui font qu'au fond il n'y a jamais de véritable écoute possible, et que le côté révélateur de l'interaction ne joue pas comme il devrait ou comme il pourrait. Alors,
ensuite, la question est celle du programme, c'est-à-dire des thèmes que je souhaite aborder sous cette forme. Donc il y a des thèmes, chaque petit losange c'est une séance. Donc il y aurait 4 séances à faire sur les fondements. Un premier, un retour sur, pas dans l'ordre, hein, un retour sur les modèles systémiques et sur l'analyse stratégique pour réfléchir aux racines de l'analyse stratégique. Un retour sur les approches d'analyse institutionnelle et un travail pour voir en quoi les recadrages théoriques dont j'ai parlé pourraient permettre de surmonter ce qui a finalement causé leur perte. Donc il faut les connaître, réévaluer ce qu'elles ont fait et ensuite voir qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, quelles seraient les démarches souhaitables aujourd'hui. Ensuite, il faudrait revenir sur la question du pluralisme substantiel dont j'ai parlé. Et puis aussi revenir sur l'articulation entre analyse stratégique, prospective et négociation, puisque dans toute la phase précédente RGTE, une intuition très très forte m'a dicté de garder ces lignes de questionnement séparées. C'est évidemment pas parce qu'elles n'ont rien à voir entre elles, tout au contraire. Et donc maintenant le moment va être venu de faire se rencontrer ces différentes lignes et de voir où est la clé de voûte qui fait qu'elles tiennent ensemble mais sans se mélanger. Ensuite, il y aurait au moins 2 séances de déconstruction rhétorique, une qui s'appellera Le loup et l'agneau 2, la nouvelle rhétorique de la réaction anti-environnementale, donc elle je suis en train de la programmer avec Soubeyran à Grenoble au mois de mai, et puis une deuxième sur la symétrie, qui est devenu un espèce de slogan ou de mots-clés, d'arguments massus pseudo-épistémologiques contre une approche comme la nôtre. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à dire pour démontrer qu'en fait, la symétrie, c'est simplement la perception subjective d'une absolue partialité. Et puis, le troisième volet de séance, sera des séances pour montrer en quoi le fait de tenir et de développer cette posture peut déboucher sur des recadrages actifs et des perspectives. C'est ce qu'on a déjà fait dans une mesure très importante avec les travaux de RGTE. Donc il y aura une séance sur la conjoncture académico-politique et la vulgate académico-environnementale et un retour sur la dynamique de mode qui domine dans notre champ. Je pense que Yann Laurence a tout à fait raison de dire que dans le monde de la recherche tel qu'on le vit en France, c'est finalement la cité de l'opinion et donc la succession des modes qui est le véritable mécanisme collectif d'ajustement. Donc je pense qu'il est indispensable de revenir là-dessus, puisqu'au fond, ce mécanisme est un défi énorme pour des gens qui tiennent une position sur des années ou qui tiennent une question sur des années. Donc il y a à la fois besoin de critiquer cette succession des modes. Après le post-normal, est-ce qu'on aura un post-post-normal ou un post-post-moderne ou un post-post ceci ou cela? Donc il y a besoin de critiquer ce mode-là de construction et de régulation et de réfléchir sur la manière dont peuvent tenir les gens qui tiennent des préoccupations dans la durée. Ensuite, il y aura une séance sur l'évaluation. Celle-là, c'est la prochaine dans le calendrier. Elle est prévue au CIRAD le 10 mars 2005. Et puis, il y aura une séance sur la place de l'environnement dans les institutions du monde de recherche et d'enseignement supérieur du monde agricole. Le GFAI, c'est le grand établissement français. C'est le grand établissement français d'administration agricole des idées. C'est le concept par lequel je nous propose de dépasser nos conditions concrètes de tous les jours dans ce système et de considérer qu'il ne s'agit pas pour nous juste de conditions concrètes accidentelles, mais bien d'une structure qu'on peut mettre en discussion. Donc je propose qu'on fasse en public avec les cadres dirigeants du GFAI une conférence et une discussion. Ce sera peut-être le point final de la série, mais je pense que c'est absolument nécessaire. Et voilà, il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion, mais je termine sur un envoi de la discussion.
Voilà, la balle est dans votre camp.